Bon matin sur France 3 Bretagne, je suis ravie de vous retrouver dans votre émission Ensemble c'est mieux. Notre dossier du jour est consacré à l'IVG. Depuis 1974 et la loi Veil, l'interruption volontaire de grossesse est un droit pour toutes les femmes en France. On fera le point dans notre région au vu du contexte sanitaire. Mais avant, comme d'habitude, on part retrouver Evan. Salut Evan, où as-tu fait escale ce matin ? Salut Anne Fantet et bonjour à vous. Moi aussi, je suis ravi de vous retrouver. Ce matin, je suis à Bain de Bretagne chez Lobodis, qui est un torréfacteur breton hyper engagé dans le café bio, éthique et solidaire. Alors, si vous êtes en train de nous regarder avec votre café à la main, regardez-le bien droit dans les yeux et demandez-lui dans quelles conditions il a été produit. D'ici la fin de l'émission, on vous donnera toutes les clés pour devenir des consommateurs en termes de café. Salut Maude. Salut Evan. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer comment est-ce que pousse le café ? Toi, tu es responsable des achats chez Lobodis, donc tu parcours le monde entier à la recherche de ces grains de café. Donc, tu es quand même la bonne personne pour nous répondre. Exactement. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Ici, on a deux petits caféiers qui poussent à Bain de Bretagne, exceptionnellement. Ça, c'est une origine hyper locale, pour le coup. Très recherchée. Et donc ici, on a, comme tu vois, des petites cerises, des fruits, en fait, qui vont devenir rouges. Et c'est ce qui est à l'intérieur qui nous intéresse. Ce sont les grains de café qui vont être processés par les producteurs et qu'on va acheter. Donc je vais te montrer, c'est du café vert, ça s'appelle. Alors justement, vous, chez Lobodis, eh bien, vous choisissez des grains qui sont bio, oui, et qui sont vraiment produits dans des conditions hyper éthiques. Et comment tu choisis justement ces producteurs ? En allant sur place, on voit comment ils travaillent et on va aussi regarder si c'est bio ou pas, bien sûr, mais aussi comment poussent les arbres, donc les arbustes. Nous, on aime bien quand ça pousse sous les arbres parce que ça protège les sols et ça permet aussi de donner des goûts un peu particuliers au café. Alors justement, là, on a du café vert, donc il arrive ici comme ça, et ensuite il passe cette couleur-là par une étape de la torréfaction qu'on verra tout à l'heure. Exactement. Mais il y a différents types de café vert, on en a deux là. Oui, c'est ça. Alors tu vois, ici, c'est de l'arabica de grande qualité, il y a très peu de défauts, mais on a aussi une autre espèce de café qui existe sur le monde qui s'appelle le Robusta. Et donc c'est une autre espèce qui va pousser en plaine, à basse altitude, et qui va être beaucoup plus amère parce qu'il y a beaucoup plus de caféine dedans. Et donc, chaque pays a vraiment son terroir, c'est comme ça qu'on dit ? Oui. Parce que là, exactement. on voit, vous avez, je ne sais pas combien, je n'ai pas compté, mais... c'est un échantillon. X pays, donc chacun a vraiment son goût différent. Voilà, c'est ça. En fait, nous, ce qu'on recherche, c'est de montrer à nos consommateurs que chaque pays a son identité. Et même plus loin que ça, dans chaque pays, il y a des terroirs de café qui sont très différents. Et donc, nous, on va rechercher les cafés les plus représentatifs des terroirs possibles pour que les consommateurs, après, puissent choisir le café qui leur correspond. Et comment est-ce que tu fais pour créer une relation avec vos fournisseurs ? Tu ne vas pas comme ça, à l'improviste, taper à leur porte ? Non, bien sûr. Alors, il faut savoir que nous, ça fait 30 ans qu'on fait ce métier. Donc, il y a une personne qui va sur le terrain pour rencontrer des producteurs. Donc, on va d'abord sélectionner le café pour la qualité ses arômes. Mais on va aussi voir comment les producteurs le produisent. Est-ce qu'ils le font dans de bonnes conditions ? Et puis après, on va essayer de monter des partenariats sur du long terme. Donc, nos plus vieux partenaires, c'est au Guatemala. On travaille avec eux depuis 30 ans, par exemple. Ah, super. Et en plus, tout ça dans une démarche vraiment de rémunération équitable. C'est vraiment l'ADN de Lobodis. Oui, c'est ça. Donc, on attache une grande importance à bien rémunérer les producteurs avec lesquels on travaille. Tout ça pour que les producteurs puissent avoir envie de continuer, bien sûr, faire leur métier dans des bonnes conditions. Et puis, faire en sorte que nous, derrière, on puisse pérenniser la filière. Et proposer des bons cafés. Éthique et solidaire. On va continuer à en parler dans quelques minutes. On se retrouvera dans l'atelier de torréfaction pour aller justement sentir ces bonnes odeurs de café. Dommage que les odeurs ne passent pas par la caméra. En attendant, Maud, on va peut-être se servir un petit café. D'ailleurs, la machine s'est déclenchée toute seule. C'est ça. Allez, on y va. Allez, à tout à l'heure, Anne Fantet. À tout à l'heure, Evan. Place maintenant à la minute du télétravailleur. Nous sommes avec Laura aujourd'hui. Bonjour Laura. Bonjour. Alors, comment ça va pour notre télétravailleuse du jour ? Ça va bien. Comme tous les lundis, que ça soit télétravail ou pas, c'est toujours dur. Et les jours qui raccourcissent, ça vous donne pas un peu le cafard ? Oui, quand même, oui. Surtout que chez moi, c'est très ensoleillé d'habitude. Et là, vers 17h, je dois allumer toutes les lumières. Et est-ce que vous vous y faites au télétravail ? Ça fait combien de temps d'ailleurs que vous le faites ? Depuis le début des confinements. Ouais. Donc mars, oui. Et qu'est-ce qui vous manque le plus finalement dans la vie en entreprise ? La pause café avec mes collègues.
Oui. Vous faites pas de pause café toute seule, du coup? Ah si, tout à fait, devant mon ordinateur, mais du Ouais. coup, on n'a pas les papotages et tout ça. Où est-ce que vous avez installé votre bureau? Dans mon salon, Ouais. Et c'est quoi le oui. must du confort pour vous? Dans le télétravail, Oui. le fait de ne pas être en retard le matin, Ouais. parce qu'au pire, je commence sans me coiffer. Du coup, vous êtes une télétravailleuse en mode pyjama ou vous vous dites, bon, il faut quand même que je fasse un effort parce que faut que je me donne la motivation? Alors, non, je suis un peu, pas en pyjama complètement, mais c'est vrai que là, les baskets, les jeans, voilà, c'est la tenue de tous les jours. Et vous vous voyez tenir assez longtemps? Bizarrement, je suis habituée maintenant Hmm. et je pense qu'un mix télétravail et présence dans les bureaux, ça serait pas mal. Mais j'aurais du mal à revenir 100% au bureau. Bon, bah, de toute façon, c'est pas pour l'instant le programme. Merci beaucoup, Laura. Je vous souhaite une très belle journée et n'oubliez pas de prendre une pause café quand même, hein. Bien sûr, surtout après le reportage. Merci. Merci à vous. Il y a 46 ans, Simone Veil prononçait un discours historique. Quelques mois plus tard, les femmes obtenaient enfin le droit d'avorter légalement. Ce n'était plus un délit. Où en est-on aujourd'hui? Vous voyez ces explications en chiffres et en images. T'as décidé d'avorter? Oui, ma décision est prise. Maintenant, il faut trouver où. 232 200 IVG, interruptions volontaires de grossesse, ont été pratiquées en 2019 en France et une femme sur 3 y aura recours durant son existence. Dans notre pays, l'avortement est un droit inscrit dans la loi depuis 1975. Il est légal jusqu'à 12 semaines de grossesse et pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Il est pourtant régulièrement remis en cause par des militants anti-IVG et dans les faits, l'accès à l'IVG n'est pas toujours facile. 130 centres du planning familial fermés ces 15 dernières années, hôpitaux en sous-effectif et même parfois médecins peu collaboratifs. Résultat, des délais de prise en charge parfois trop longs rendent l'avortement impossible en France. Une proposition de loi permettant d'allonger de 2 semaines le délai légal, adoptée début octobre à l'Assemblée nationale, doit maintenant passer devant le Sénat. Bon à savoir, durant ce second confinement, le délai pour l'IVG médicamenteuse est à nouveau exceptionnellement allongé de 7 à 9 semaines. La téléconsultation est encouragée, mais les lieux non médicalisés, comme ceux du planning familial, restent ouverts. Le droit à l'avortement, 45 ans après, toujours d'actualité. Et avec nous, pour en parler, le docteur Chloé Guichetot. Bonjour. Bonjour. Et Léonard Giquel, vous êtes conseillère conjugale au planning familial. Pierre Léonardi, on reviendra tout à l'heure sur votre plateforme qui vient en aide aux créateurs locaux. Et nous retrouverons Céline à la fin de l'émission pour notre belle histoire du jour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, docteur Chloé Guichetot, on vit une situation sanitaire inédite, voire extraordinaire. Est-ce que l'épidémie de Covid-19 a rallongé les délais de prise en charge d'IVG à Rennes et plus généralement en Bretagne ? Alors, à Rennes, on peut dire qu'on a vraiment beaucoup de chance parce qu'on a à la fois le centre IVG du CHU où je travaille et l'association pour le planning familial qui ont pu maintenir du coup un accès à l'IVG tout à fait normal. Donc, nos patientes ont pu avoir accès dans des délais tout à fait habituels du coup à leur IVG. Et c'est le même constat en Bretagne ? Alors, ça peut dépendre un petit peu en effet de certaines localisations, mais globalement en Bretagne, oui, l'IVG a été maintenu avec des petites subtilités différentes au niveau de l'IVG médicamenteuse, notamment dans certains petits centres hospitaliers, ce qui a plutôt été favorable, au contraire. Mais voilà, les disparités sont assez grandes du coup sur le territoire en France, mais à Rennes, on a beaucoup de chance. Justement, comment on explique ces disparités en France autour de l'accès à l'IVG ? Comment ça s'explique ? Alors, ça peut s'expliquer de différentes façons, mais je crois beaucoup quand même qu'au niveau des centres hospitaliers, il y a souvent une dynamique du coup qui est insufflée des fois par le chef de service. Nous, on a beaucoup de chance d'avoir un chef de service qui est très soutenant de son équipe et très impliqué du coup dans la lutte pour l'IVG, donc avec une équipe vraiment dédiée à l'IVG, un centre dédié du coup pour l'IVG, avec une équipe de sages-femmes, de médecins conseillères, conjugales et secrétaires qui est vraiment
vraiment très chouette et ça nous aide beaucoup localement. Après, dans différents endroits en France, malheureusement, du coup, il n'y a pas ces équipes dédiées et des centres vraiment dédiés avec des toutes petites activités. Ce qui fait parfois la différence. Éléonore Gicquel, j'aimerais d'abord que vous nous rappeliez que doit faire une femme qui décide d'avorter. Quelles sont les étapes ? Première étape, c'est de contacter ou un milieu hospitalier ou un médecin ou une association qui pourra l'orienter, l'écouter. C'est lui expliquer les démarches à faire. C'est prendre le temps d'échanger avec elle sur son choix, le choix de garder une grossesse ou le choix de faire une IVG. Lui expliquer comment ça se passe, quelle que soit la méthode, et expliquer, la première étape, ça va être une échographie de datation qui va pouvoir dater très précisément l'âge de la grossesse et lui dire si elle a le choix quant à la méthode. En fonction de si on est à moins de 9 semaines d'aménorrhée aujourd'hui, elle peut faire ou médicamenteuse ou par aspiration. Et après, voilà. Justement, rappelez-nous un petit peu quelles sont les méthodes qui existent. Donc la méthode médicamenteuse, c'est des médicaments, un premier comprimé qui sera mis avec le médecin, qui sera donné avec le médecin, et le second comprimé qui sera pris chez elle. Nous, tout ce qu'on demande, c'est qu'elle soit, si possible, accompagnée d'une personne majeure de son choix et à moins d'1 heure des urgences gynécologiques. Et là, c'est une IVG qui provoque l'expulsion de la grossesse, c'est-à-dire des règles qui peuvent être un petit peu plus douloureuses et un peu plus conséquentes que d'habitude, mais les médecins prescrivent des antidouleurs pour que ça se passe le mieux possible. Et ensuite, c'est l'IVG par aspiration, donc en centre hospitalier. Nous, le planning familial, on ne le fait pas. Ce sera le centre IVG à l'hôpital sud de Rennes. Et c'est une intervention qui se déroule généralement sur une demi-journée. Et quand on sort de là, l'IVG est terminée. Okay. Et quelles sont les raisons qui expliquent aujourd'hui que les femmes se retrouvent hors délai, soit à plus de 12 semaines de grossesse, docteur ? Alors, il y a en général 2 raisons principales. La première, c'est la découverte tardive de la grossesse. Et puis, la deuxième, c'est la difficulté d'accès, du coup, à l'IVG de part des précarités différentes, sociales, géographiques, économiques, qui peuvent, du coup, expliquer un retard, du coup, dans la prise en charge. Et quels peuvent être les freins dans ce parcours de soins, comme l'a énoncé Éléonore ? Peut-être que les gens n'osent pas se rendre dans un centre planning familial ou un centre IVG en CHU. Oui, parfois, c'est des choses qui peuvent arriver. Un manque d'information ou un manque d'accès à la bonne information qui engendre parfois des retards de prise en charge. Je pense notamment aux jeunes filles mineures. Ça doit être quand même difficile de prendre une telle décision. Comment vous les accompagnez, vous, au planning familial, quand elles arrivent enfin à ouvrir votre porte, à toquer à votre porte ? Déjà, c'est prendre le temps de les écouter, de dire ce qu'elles ont à raconter, leurs sentiments, comment elles se sentent par rapport à ce choix de faire une IVG. Et en tant que mineure, de toute façon, il faut bien leur garantir que l'IVG est gratuit et anonyme, qu'elles doivent être juste accompagnées d'une personne majeure de leur choix, mais pas forcément quelqu'un de la famille, pas forcément un parent. Et ça, c'est très important pour elles de pouvoir leur garantir ça. En tant que mineures, elles ont aussi un entretien psychosocial qui fait partie de la procédure. Généralement, on les voit plutôt 2 fois. La première fois, on explique comment ça se passe. Et ensuite, pour vérifier que ce soit bien leur décision de faire une IVG. Alors, je vous propose maintenant d'écouter ce témoignage d'une téléspectatrice. Elle s'appelle Émilie. Par 2 fois, j'ai eu recours à cette loi quand j'avais 22 ans et 24 ans. Et je peux dire que si c'est pas littéralement, au moins dans les faits, elle m'a sauvé la vie. On entend souvent que les femmes qui ont recours ne connaissent pas la contraception. C'est pas mon cas. Les 2 fois, j'étais sous pilule. Je fais partie de ceux qui n'ont pas eu de chance. Et je savais que les lois existaient, je savais que j'avais le droit d'y avoir recours. Mais j'avais cette panique-là d'avoir mis trop de temps à m'en rendre compte. Et j'avais une autre panique aussi, qui est que j'avais peur qu'on m'en empêche. Faut en parler. Faut pas avoir honte, parce qu'on a encore honte aujourd'hui. Et ce que j'ai pu remarquer aussi dans les 2 cas, c'était que moi, on m'a fait la morale, et que mon compagnon, qui était le même dans les 2 cas, on l'a conforté, réconforté. Il n'y a pas que les femmes qui doivent se soucier de ça, et je pense qu'il y a beaucoup à faire de ce point de vue-là. Merci beaucoup, Émilie, d'avoir témoigné pour nous. Émilie évoque la honte, le fait qu'on lui a fait la morale. Ce sont des choses que vous entendez, Éléonore Gicquel, quand vous rencontrez ces femmes-là ? Oui, ça arrive encore. Il y a la pression de l'entourage, de la société, de la famille. Ça peut être vécu comme quelque chose de tabou, mais avant même d'avoir recours à l'IVG, des fois aussi avoir accès à un moyen de contraception, c'est quelque chose qui peut être mal vu, parce que ça veut dire qu'on a accès à une sexualité, et c'est la sexualité en général qui peut être tabou aussi. Donc c'est pouvoir parler de la sexualité, qu'elle soit libre, ouverte, consentie et épanouie surtout, et pouvoir en parler. C'est déjà une première étape. Et la dimension psychologique, elle est très importante aussi, docteur. Comment on accompagne ces femmes avant et même après cette IVG ?
Elle est vraiment très très importante et je pense que ça c'est la richesse du coup des professionnels du coup qui vont accompagner ces femmes-là, que ce soit les médecins, les sages-femmes, les conseillères conjugales. Du coup c'est très très important du coup de ce travail de déculpabilisation et d'accompagnement dans le choix qu'elles vont faire, peu importe le choix qu'elles vont faire. Alors on va écouter maintenant à présent ce témoignage de Marie Bonga, fondatrice du podcast Une paire d'ovaires. Vous vous êtes peut-être déjà dit « Ah non mais moi c'est sûr, j'avorterai jamais ». Et franchement, c'est ok de penser ça. Par contre, cela ne doit pas empêcher une personne qui, elle, le souhaite, de pouvoir y accéder. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il est important de continuer à se battre pour rendre l'interruption volontaire de grossesse accessible à toutes et tous, dans des conditions sûres, gratuites, rapides et en toute confidentialité. Marie parle de combat, un combat mené par Simone Veil depuis 1974. C'est un combat de longue haleine, docteur. C'est jamais acquis, en fait, ce droit à l'IVG ? Non, on le voit bien encore aujourd'hui que ça reste encore un tabou. Et puis, malheureusement, je pense que les femmes vont devoir encore continuer de s'unir du coup dans leur combat pour leurs droits et pour leur liberté, et que ce soit pour l'IVG ou pour d'autres combats. Et Léonard Gicquel, pour vous, il se situe où le combat aujourd'hui sur cette question de l'IVG ? Il y en a plusieurs à mener simultanément. Il y a le fait de pouvoir en parler, d'en parler librement. Et le combat se situe aussi, par exemple, dans les fermetures de structures, notamment des fermetures définitives ou des fermetures juste pour des vacances. Et du coup, là, ça pose un souci d'accès à l'IVG pendant les vacances d'été, les vacances de Noël. Où vont ces femmes ? C'est un avis que vous partagez, docteur ? Oui, dans certains endroits, en effet, en France, c'est vraiment le cas. Nous, à Rennes, on a encore cette chance de maintenir du coup toujours notre centre ouvert, que ce soit pendant les vacances de Noël ou pendant les vacances d'été. Donc, les femmes rennaises auront toujours accès à l'IVG. Et pour ça, je pense qu'on a beaucoup de chance. En tout cas, il faut continuer à se battre. Merci à toutes les deux pour votre éclairage ce matin. Restez avec nous. On part retrouver Evan qui est aujourd'hui à Bain-de-Bretagne. Evan qu'on n'entend pas encore pour l'instant. Evan, on reviendra un petit peu tout à l'heure. Et à l'approche maintenant des fêtes de fin d'année, vous êtes nombreux à vous mettre à la chasse aux cadeaux. Vos commerces de proximité, créateurs locaux, comptent sur vous après cette année 2020 si particulière. Et Pierre Léonardi, bonjour. Vous apportez votre pierre à l'édifice. Vous avez créé la plateforme Un Grand Marché. D'abord, expliquez-nous qu'est-ce que c'est. Eh bien, Un Grand Marché, c'est une plateforme conviviale qui permet à des créateurs et des merciers de toute la France de se mettre en relation avec des milliers de curieux qui sont en quête de fantastique en fait. Et qu'est-ce qui pousse les créateurs à faire appel à vos services ? Eh bien, avec l'arrivée d'Internet, c'est une nouvelle fenêtre pour eux, c'est une opportunité pour ces jeunes marques de se faire connaître. Ils viennent vers nous pour se concentrer sur leur métier, leur savoir-faire et viennent chercher auprès d'Un Grand Marché plus de visibilité et justement des clients qui viennent de toute la France mais également de l'étranger. Et vous diriez que la crise sanitaire a été une véritable prise de conscience pour eux ? Il était urgent d'entamer cette révolution numérique dont on parle depuis quelques années ? C'est effectivement un levier, voire un accélérateur. On l'a vu pendant le confinement, les Français se sont reconcentrés sur des actions de travaux à la maison ou autres. Certains ont décidé de passer du temps sur leur passion. La création en fait partie et nous avons un volet mercerie. On voit bien qu'il y a eu une appétence particulière pendant ce confinement pour créer, tester et puis communiquer autour de ces savoir-faire. Et à l'approche des fêtes, j'imagine que c'est une influence record sur votre site. Comment ça se passe pour vous ? Écoutez, ça se passe bien. Effectivement, le mois de novembre et le mois de décembre sont plutôt très intéressants. On s'en réjouit parce qu'on est aussi une alternative à ces grands mastodontes qui sont aujourd'hui décriés. Et je crois qu'on a des créateurs qui ont des vrais talents, des vrais savoir-faire. Et c'est un plaisir de pouvoir les mettre en avant et de voir que les Français répondent à l'appel de ces petits entrepreneurs. Et en échange, comment votre plateforme arrive à en vivre ? Vous vous rémunérez, j'imagine, mais de quelle manière ? Alors on a une plateforme, on a co-construit le modèle financier avec ces créateurs, c'est-à-dire que la création de la boutique est gratuite, la mise en ligne des produits également. On prend une simple commission à partir du moment où des ventes sont réalisées par les créateurs. Et quelle est la marche à suivre pour les créateurs qui regardent peut-être cette émission, qui se disent j'aimerais bien me lancer, comment on vous contacte, comment ça se passe ? Alors on a un site www.grandmarché.fr. Il est très simple en arrivant, on a une petite bulle de chat en ligne et on a Jeanne et Marion qui sont disponibles pour les renseigner.
et qui vont les accompagner dans la création de leur boutique, le référencement de leurs produits. On a aussi Nicolas qui a développé des outils automatisés pour importer directement les produits dans la boutique et faciliter la création. Merci beaucoup Pierre d'être venu sur notre plateau. Merci. Allez, on repart à Bain-de-Bretagne retrouver Evan. Je crois que cette fois-ci, ce sera la bonne. Oui, cette fois-ci, ça fonctionne. Vive la technologie. Alors, je suis avec Frédéric, qui est le directeur exécutif de la torréfaction Lobodis. Frédéric, j'ai l'impression que le café et le vin, finalement, c'est un peu le même combat. Il y a des terroirs aussi dans le café. Oui, absolument, absolument. Il y a deux approches un petit peu dans le vin. Hein. D'abord, les assemblages, et c'est la même chose dans le café. On va faire des cafés d'assemblage. Et puis, il y a d'autres acteurs, comme nous, qui avons décidé de travailler plutôt sur la typicité d'un terroir. Voilà. Et c'est ce que l'on fait chez Lobodis, et c'est ce segment de consommation que l'on appelle les cafés pure origine. On va vous proposer un pays, un terroir particulier dans toute son authenticité, sa spécificité. Et alors, pour faire ressortir justement les saveurs de ce terroir, eh bien, c'est la torréfaction qui va beaucoup jouer. Absolument, le café vert oui. qu'on a vu tout à l'heure avec Maud, on le retrouve dans ces grands sacs, et je vous laisse nous expliquer comment ça se passe, la torréfaction. Alors la torréfaction, en fait, c'est une cuisson lente qui va nous permettre de déclencher tout un tas de réactions, ce qu'on appelle la réaction de Maillard, etc. Des réactions qui vont permettre à la fois de faire gonfler, cuire le café, et de démarrer des processus qui vont exhaler les composés aromatiques du produit. Hein, voilà. Combien de temps ça cuit en général ? Faut compter une vingtaine de minutes pour le cycle complet de torréfaction, et cycle qui se fait sur un cycle qui se fait donc en 2 temps ou en 3 temps. On peut peut-être vite juste jeter un œil sur le torréfacteur. Eh ben oui, justement. Alors une fois que ce grain vert il est passé dans la machine, voilà. Ça passe dans le tuyau, et là on vous emmène dans l'autre salle d'à côté. Voilà. Avec le grand torréfacteur. Expliquez-nous, Frédéric. Oui, il est là le torréfacteur. Alors, on va dedans avoir 2 paliers de température. On va chauffer très très fort, de l'ordre de 360 degrés à l'intérieur du torréfacteur. C'est très chaud. On va souffler de l'air à l'intérieur du torréfacteur. Cet air est chaud justement, et c'est lui qui va brasser le café et le cuire en même temps pour une cuisson la plus homogène possible. Alors voilà. on va ressortir parce que c'est un peu bruyant et on s'entend plus trop. Allez-y, la caméra passe devant, voilà. Alors, j'aimerais bien savoir, Frédéric, comment ça se fait que des fois, eh bien, le café a un petit goût chocolat noisette. Tiens, venez par là. Alors, c'est justement le degré de torréfaction. Il faut savoir que dans le café, il y a 800 arômes et saveurs possibles. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a plus d'arômes et saveurs dans le café qu'il y en a dans le vin. Et c'est justement l'art de savoir arrêter la torréfaction à la bonne température, aux alentours de 220 degrés, 215 degrés, je ne vais pas tout vous dire. Ah non, il y a quand même une recette secrète. L'art de savoir arrêter la torréfaction à bonne température pour justement exhaler ces composés aromatiques. Et dans le Guatemala, par exemple, le café du Guatemala, on va retrouver ces notes chocolatées dans le résultat en tasse quand on va déguster à la fin. Donc voilà. il vaut mieux boire du café que du vin, voilà, si j'ai compris. Oui, et peut-être. Aussi, une info hyper importante chez Lobodis, parce que c'est quand même vraiment dans vos valeurs, c'est qu'ici, une bonne partie des personnes qui travaillent dans la torréfaction sont dans un ESAT. Oui, toutes les personnes qui travaillent à la torréfaction sont des personnes qui sont issues donc, de l'association Notre Avenir, notre partenaire, et de son ESAT. Et, en situation de handicap. Oui, voilà, 2 personnes en situation de handicap qui sont aujourd'hui une trentaine sur l'ensemble des opérations, des opérateurs de fabrication jusqu'aux préparateurs de commandes, sont des personnes en situation de handicap sur toutes nos opérations. Et c'est en partenariat depuis maintenant plus de 25 ans avec l'association Notre Avenir et son ESAT. Bon, alors on va continuer à découvrir cette folle aventure du café Lobodis dans quelques instants. On va aller justement vous donner toutes les astuces pour bien déguster des cafés, bien choisir vos machines. Et puis vous allez voir qu'il y a aussi une petite tradition, c'est de manger du fromage avec son café. On vous dit tout ça dans quelques minutes. Le temps de torréfier encore un petit peu. Ça sent drôlement bon ici. Vaste programme. Merci beaucoup, Evan. À tout à l'heure. On passe maintenant à notre volet emploi, un autre secteur durement impacté par la crise sanitaire. On vous présente ce matin un métier qui recrute, responsable de maintenance. Voyez le portrait de Florian. Ça va, Xavier? Ça se passe? Il redémarre dans combien de temps? Parce qu'il y a une intervention sur le TTS2 aussi, pas sur le TTS1. Donc, je suis Florian Voters, je suis responsable de maintenance.
Déjà tout petit, moi je démontais mes jouets pour voir comment ils étaient fabriqués. Je voulais travailler donc, dans une usine de production. Et en école d'ingénieur, j'ai fait 2 fois 6 mois de stage. Et ça a confirmé mon choix, en fait, être au plus près des équipements, pouvoir, entre guillemets, avoir ma caisse à outils et pouvoir dépanner les machines. Et surtout, le plaisir aussi de retrouver des produits en rayon issus d'une machine qu'on a soi-même entretenue. Donc là, ici, on a la chance d'être dans un environnement très fortement automatisé. L'usine a beau faire plusieurs milliers de mètres carrés, il suffit de 5 opérateurs pour conduire la ligne et produire plus de 200 mètres carrés de placo à la minute. Moi, je suis là pour assurer que effectivement, l'usine tourne bien au moment où on l'attend avec la qualité voulue, que l'équipement soit fiable, tout simplement. Bon, comment ça se passe? Regarde comment on est décalé les paquets là. Ouais, ça se passe. Au moins de dysfonctionnement, la chaîne ne sait pas se débrouiller toute seule. Il faudra toujours une intervention humaine pour, d'une part, nettoyer et ensuite remettre en route le système. C'est quoi? C'est une courroie qui est plus courte ou peut-être avec les déposes ou soit avec les butées? J'ai des mécaniciens experts, des électriciens, des automaticiens. Moi, mon but, ça va être à un moment donné, quand eux sont focalisés sur un problème qu'ils n'arrivent pas à résoudre, justement d'arriver en fait à avoir ce recul, de leur dire « Ok, lâche la machine, on va réfléchir ensemble. » Et une fois qu'on a levé le doute sur la dépose, s'il y a autre chose, tu me tiens au courant? Ouais. Lors d'un arrêt d'usine, assez rapidement, on voit les euros qui défilent. Mais malgré tout, faut quand même garder la tête froide. Je suis joignable tout le temps. J'arrive jamais réellement à décrocher. C'est-à-dire que même le week-end, j'ai quand même besoin de voir les résultats de la veille. Il ne faut pas avoir peur d'une part de se salir. Après, on travaille dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles non plus. Oui, ça nécessite un peu de courage quand même. Il ne faut pas vouloir devenir responsable maintenance pour avoir un bureau de la moquette. C'est souvent l'image qu'on a. Un responsable maintenance, on va le trouver partout où il y a des machines. C'était le métier de responsable maintenance. On va aller plus loin avec vous, Mélanie Robert. Bonjour. Vous êtes conseillère Pôle emploi à Rennes. Alors, le responsable de maintenance est un maillon indispensable de toute entreprise qui dispose d'équipements très techniques. Et ses missions sont très variées quand même. Il ne s'agit pas que de réparer des équipements. Non, tout à fait. Il doit gérer la prévention du bon fonctionnement du matériel. Il doit assurer la sécurité du matériel et vérifier le respect des normes de sécurité. Il doit également trouver des solutions pour améliorer la performance du matériel. Il doit procéder à la réparation du matériel défectueux et également surveiller les nouvelles techniques utilisées sur le secteur de travail. Et quelles sont les formations qui existent pour exercer ce métier, Mélanie ? Alors, il n'y a pas de formation spécifique. Le poste de responsable de maintenance est accessible avec un diplôme Bac plus 5, soit d'une école d'ingénieur, soit d'un master en université. Il peut également être accessible à un diplômé de Bac à Bac plus 2, voire BEP, à condition de disposer d'une solide expérience professionnelle. Et j'imagine que dans les qualités requises, il faut savoir gérer la pression, mais pas que. Non, il doit donc savoir gérer la pression, mais il doit faire preuve d'attention et de rigueur. Il doit également être en mesure de réagir rapidement en cas de difficulté et avoir une forte capacité d'analyse. Et est-ce que le secteur recrute dans notre région, Mélanie ? Oui, c'est un métier porteur. Actuellement, nous recensons 274 offres de responsables de maintenance en Bretagne sur notre site pôle emploi.fr. Et niveau salaire, on se situe dans quelle fourchette ? Alors, le salaire brut peut varier entre 1 650 € à 4 750 € selon l'expérience. Et un dernier conseil pour celles et ceux qui souhaitent tenter cette voie, comment Pôle emploi peut les accompagner ? Alors, il faut vous informer sur le site de la bonne boîte et la bonne formation qui vous indiquera les formations dispensées en Bretagne et également les entreprises susceptibles de recruter. En cas de reconversion, il faut savoir que vous pouvez mobiliser votre compte personnel de formation et surtout n'hésitez pas à vous rapprocher des conseillers Pôle emploi qui restent mobilisés pour répondre à toutes vos interrogations. Merci beaucoup Mélanie pour toutes ces précisions et bonne journée à vous.
Et un dernier conseil emploi pour la route. On refait le point sur les 3 erreurs à éviter quand on écrit une lettre de motivation. Vous voyez ces conseils signés Arthur Pertigoz. Bonjour à toutes et à tous. Pour vous, mes conseils de chef d'entreprise. Aujourd'hui, 3 erreurs à éviter dans une lettre de motivation. Certains détails agacent les recruteurs avant même de lire la lettre. Autant les éviter. Par exemple, débuter par « Madame, Monsieur » alors que l'annonce stipule le nom et la fonction précise du destinataire, c'est irritant. Ensuite, ayez pitié de votre lecteur. Une police de caractère illisible, ça peut vite finir à la corbeille. Surtout quand le recruteur reçoit la prose de dizaines de candidats chaque jour. Alors choisissez une typo simple, espacez les paragraphes, votre message n'en sera que plus clair. Enfin, une autre erreur. Par la présente, je vous adresse ma candidature. Merci, mais on le sait déjà. Oubliez les formules toutes faites et empoulez. Allez directement au sujet qui intéresse le recruteur, vous. Votre lettre montre déjà une qualité, votre efficacité. Alors faites-vous confiance, tout le monde a sa chance. Voilà pour ce chapitre emploi. Place maintenant à notre belle histoire du jour. C'est à vous, Céline. Oui, j'avais très envie de vous parler aujourd'hui de Anne-Gaëlle Berthaud, qui est une jeune artiste équestre, qui a 23 ans, qui est basée près du lac de Guerlédan et qui nous emmène dans un moment de poésie et de douceur avec ses 5 chevaux en spectacle. Avec elle, ces chevaux sont en liberté. Il n'y a pas de selle pour les monter, on peut le voir, pas de cravache pour les faire avancer, de mort dans la bouche pour les arrêter. Tout est vraiment basé sur un lien de confiance, de respect. Et c'est très beau à voir. Et aucun cheval n'a voulu faire la tête de mule pendant un spectacle. A priori, non. Ce qu'il faut savoir, c'est que Anne-Gaëlle, quand elle part en spectacle, elle laisse derrière elle une chose très importante, la pression du spectacle parfait. C'est vraiment une danse entre eux, et sans se marcher sur les pieds. C'est-à-dire que si elle remarque qu'un de ses chevaux est dans une énergie dynamique, elle va à un moment donné peut-être le faire courir, le faire sauter ou se cabrer. C'est une communication qu'il y a entre eux. En tout cas, il y a un mot important pour elle aussi, c'est s'amuser. Ouais. Le plus important, c'est qu'ils s'amusent entre eux, pour entretenir ce lien aussi. Et derrière tout ça, c'est un rêve de jeune fille, en fait, finalement, qui se réalise. Comment elle en est venue à créer ces spectacles ? Quand elle était au collège, au lycée, elle pensait plus au journalisme qu'à l'équitation, par exemple. Elle n'en était même pas forcément adepte. Mais elle a fait des pieds et des mains pour avoir un cheval au lieu d'un scooter. À cet âge-là, on pense plus à un scooter. Mais non, Anne-Gaëlle, elle voulait un cheval pour aller se promener avec une de ses copines qui en avait un aussi. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré sa jument Praline. Et c'est comme ça qu'à 15 ans, elle a eu la révélation. Ce qui s'est passé, c'est que Praline, elle a remarqué qu'elle était malade. Elle avait ce qu'on appelle une fourbure, qui est la 2e cause de mortalité des chevaux. Elle était condamnée par les maréchaux ferrants et par les vétérinaires. Ce qu'elle a dû faire, vu que le cheval ne pouvait pas marcher, elle ne pouvait pas monter dessus, ils marchaient tranquillement l'un à côté de l'autre. Et elle s'est rendue compte que ça suivait, qu'un lien était en train de se tisser, et elle a commencé à expérimenter d'autres choses. Et de là, ça a été le début de tout. Elle a fait des concours. En 2013, elle a gagné un concours qui lui a permis de sauver un autre cheval de l'abattoir qui s'appelle Albacane. Et maintenant, elle a plus d'une centaine de spectacles derrière elle partout en Europe. Elle a 5 chevaux et même un chien qui a intégré la troupe, la tribu, qui est très bien acceptée. Elle a une écurie pour l'éducation des chevaux, pour la pension. C'est une passion, quoi. Et elle expérimente, mais ça a été Praline. Et c'est une volonté pour elle de choisir des chevaux qui étaient condamnés par la maladie ou... Au début, ça a été un hasard. En fait, Praline, quand elle l'a eu, le propriétaire avait omis de lui mentionner qu'elle était malade. Elle s'en est rendue compte. Par contre, c'est devenu une envie profonde de sauver ces chevaux qui sont soit maltraités, soit condamnés parce qu'ils sont malades, effectivement. Donc, elle les recueille, elle change leur rapport à l'homme et elle les place après dans des familles qui sauront conserver le lien qu'elle a réussi à créer avec eux. C'est vraiment, je trouve, une belle histoire, et ça me fait penser à tous ces animaux en fait qui sont dotés de plein de ressources mais qu'on va mettre de côté parce qu'ils ne répondent pas à nos exigences d'humains. Les poules qui pondent plus qu'un œuf au lieu de 3, on va les mettre à l'abattoir aussi. Et moi, ça me pose vraiment question. Et je me dis, si dans une entreprise, on faisait ça avec des salariés qui ne sont pas suffisamment efficaces à notre goût, mon Dieu, mais où est-ce qu'on va, quoi ? Donc c'est bien de pouvoir sauver ces animaux, leur donner une seconde chance parce qu'ils sont pleins de ressources. Et quel est son secret pour arriver à ce résultat quand même ?
En fait, je pense qu'il y a un mot-clé, c'est l'apprivoisement, c'est s'apprivoiser. Il y en a beaucoup qui lui disent « mais moi, j'arriverai jamais à faire ce que tu fais parce que soit mon cheval est trop têtu, ou alors parce que moi, je sais pas m'y prendre, on n'a pas la même relation que tu as toi avec tes chevaux. Et en fait, elle explique que tout le monde est capable de le faire. C'est de la patience, c'est de l'observation, c'est de l'écoute, on se jauge, on apprend à se connaître. Et j'ai envie de vous partager une petite expérience, si vous me permettez. En fait, j'ai été coachée avec des chevaux un jour, et on m'avait demandé de les faire avancer. Sauf que moi-même, j'y croyais pas. Ils m'ont pas suivi, bien évidemment. Et puis on m'a dit recommence et change ton énergie, crois-y vraiment et connecte-toi au cheval. Et ça a tout changé, je vous assure, le cheval m'a suivi. Et donc, en fait, je n'ai pas de don, d'après Anne-Gaëlle, je n'ai pas un don particulier, c'est à la portée. Vous avez juste l'envie, en tout cas. Voilà. C'est une histoire de relation, de confiance. Et justement, j'imagine que ces spectacles, en ce moment, il n'y en a pas. Comment ça se passe pour elle ? Non, il n'y a pas de spectacle, évidemment. Tout a été annulé, mais on ne désespère pas. Et en tout cas, elle a bien l'intention de reprendre du service avec ses chevaux. En attendant, elle continue son activité avec l'écurie, avec les chevaux de propriétaires qu'elle éduque. Et non pas qu'elle dresse, comme on pourrait avoir envie de formater. Voilà, elle continue dans ces méthodes-là avec on lui souhaite en tout cas de retrouver la scène au plus vite. Merci Céline pour cette belle histoire. Et vous le savez, chaque jour, on vous donne des idées pour vous engager sur notre territoire breton ou pour une belle cause. Voyez notre idée du jour. Trop dommage que la petite boutique de cadeaux n'ait pas de site internet. Toi qui es balèze en informatique, tu veux pas les aider ? Proposer ces services sur Internet, développer la livraison ou le click and collect, beaucoup de petits commerçants dits non essentiels ont du mal à s'y mettre. Alors, si vous maîtrisez les réseaux sociaux, si vous avez des connaissances en informatique, si vous savez créer un site Internet ou même mettre en place une solution de paiement numérique, soyez solidaires, proposez votre aide. Des solutions sont mises en place par l'État, cliquemoncommerce.gouv.fr ou par les chambres de commerce notamment. Vous pourrez aider votre commerçant à passer à l'action. Pierre, 21 ans, jeune chef d'entreprise, a décidé de développer des sites internet gratuitement pour des commerçants et des petites entreprises. Il me faut au maximum une dizaine de jours pour mettre un site sur pied, ce qui permet aux entreprises de garder contact avec leurs clients via internet très rapidement. Et avec la période de Noël qui arrive, cela va leur être très utile. Mener cette action permet à beaucoup de monde de continuer leur activité en ligne. Je pense notamment à une supérette pour qui j'ai développé une e-boutique avec un système de livraison et de click and collect. Je pense notamment à des entrepreneurs qui m'ont demandé des sites vitrines pour propulser leur activité en ligne. Et de voir que je peux aider du monde via cette démarche, c'est cela qui me fait plaisir. Aider bénévolement un commerçant à se développer sur Internet, c'est peut-être lui éviter de disparaître. Allez, maintenant on file retrouver Evan. Evan qui est à Bain-de-Bretagne dans l'entreprise Lobodis. Lobodis où on conçoit et on torréfie de très très bons cafés bio, éthiques et solidaires. Et cette salle, elle est assez dingue. Il y a plus de, je les ai comptés vite fait, plus de 30 machines à café pour justement faire des tests. D'ailleurs, Anne Fantet, quelle machine à café est-ce que tu as, toi et tes invités aussi? Ça nous intéresse de savoir. Moi, j'ai une cafetière italienne. Et vous? Pareil, une cafetière italienne. Je ne suis pas un exemple en termes de cafetière. Nous, au cabinet, on consomme du café Lobodis avec une broyeuse à grains. Tu entends, Evan? J'entends. Donc j'entends des cafetières à l'italienne, broyeuse à grains. On en a une cafetière à l'italienne ici? Alors, non, pas en démonstration, mais on en utilise. Alors, broyeuse à grains, justement, parce que vous allez voir qu'en fonction de la machine, le goût est différent. Ça, on ne vous l'apprend pas, mais vous allez nous expliquer comment et pourquoi. Alors, comment et pourquoi? C'est parce que, en fait, ce qui va venir modifier le goût, c'est d'abord la mouture, la torréfaction, ensuite la mouture et la machine sur laquelle on va extraire le café. C'est-à-dire qu'on peut, sur une même torréfaction, extraire le café sur plusieurs machines et si on fait une dégustation en aveugle, avoir l'impression qu'on boit des cafés très différents. En fait. Donc c'est torréfié différemment en fonction de la... C'est pour ça qu'on va vous partir du résultat en tasse que vous êtes en train de boire. Oui, je me suis complètement invité. Allez-y, faites comme chez vous. Trop bon. On va, à partir de ce produit-là, travailler par exemple sur une hauteur de crème, sur une onctuosité, sur une densité et sur toutes les caractéristiques que l'on attend
de cette origine. Et ensuite, on va remonter, on va dire comment on va moudre ce café, comment ensuite, quel degré de torréfaction on va lui donner. Ce qui fait qu'en fonction de la machine sur laquelle vous allez extraire votre café, le degré de la cafetière filtre, on aura un degré de torréfaction, par exemple, plus bas, plus faible que sur un broyeur comme celui-ci. Donc en fait, c'est un peu en fonction de ses goûts. Si on passe sur une cafetière à dosette souple, c'est pareil, le goût est un peu différent. Ça dépend vraiment de l'envie de chacun. Voilà, parce que là, on va avoir une tasse, on va être moins sur une formule expresso, mais plus sur une tasse plus longue. Et donc, il va falloir modifier un tout petit peu le degré de torréfaction pour pouvoir avoir le résultat, les arômes que l'on souhaite extraire, sublimer dans l'origine en question. Et ça, c'est le même café que dans la machine là ? C'est le même café. Ah oui, c'est dingue, ça n'a pas du tout le même goût. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on conserve du café ? C'est quoi la meilleure solution, puisque je vous ai sous la main ? Alors, la meilleure solution pour conserver du café, c'est de le faire dans un pot hermétique et au réfrigérateur, à basse température. Mais attention, bien dans la peau hermétique, parce que le café absorbe tous les goûts. Donc si vous mettez le café à côté de votre camembert dans le réfrigérateur, va y avoir peut-être un petit goût de camembert qui, là, pour le coup, va pas être intéressant au moment de l'extraction. Bon, on va profiter aussi que Maud soit avec nous. Maud qui est responsable d'acheter ces cafés dans les 4 coins du monde. Par quel café commencer si on est débutant ou on veut faire un cadeau à Noël ? C'est quoi un peu la valeur sûre ? Justement, je t'ai rapporté un café d'Éthiopie pour que tu puisses nous dire aussi ce que tu en penses. C'est les cafés les plus aromatiques en général et ils ont un goût très particulier. Donc pour un consommateur qui n'a pas l'habitude d'avoir un café qui a beaucoup de goût, je conseille l'Éthiopie, qui est en plus une de mes origines préférées. Ah bah voilà, si c'est ta préférée, alors c'est forcément bien. Rapidement, vos produits, on les trouve où, Frédéric ? Alors, en grande distribution, dans toutes les enseignes de la grande distribution, c'est 70% aujourd'hui de notre chiffre d'affaires. Et puis ensuite, dans les réseaux spécialisés, et bien sûr, sur notre site, notre e-boutique, lobodis.com. Ouais. Très très rapidement, il nous reste plus que 10 secondes. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'espresso avec le fromage. C'est quoi cette histoire ? Eh bien, en fait, on va aller chercher des accords. Un accord entre, par exemple, la rondeur d'un café et l'acidité d'un fromage. Et là, on va faire des choses très intéressantes, mais vraiment dans un souci de dégustation. Une expérience à tester à la maison, si vous avez envie. Voilà, une vraie expérience à faire à la maison. Bon, merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle découverte. C'est à toi, Infantet. Et nous, on va profiter pour reboire un petit café ou deux. Allez, à la vôtre. Merci beaucoup, Evan. En tout cas, moi, je suis pas prête de boire du café avec du fromage. Mais on sait tous ce qu'on va faire à la fin de l'émission. On va se prendre un bon petit café tous ensemble. Merci à tous d'avoir été avec nous ce matin. Demain, on vous propose une émission gourmande. On vous donnera plein d'idées recettes pour votre réveillon de Noël. Un programme alléchant. Vous le verrez. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne journée sur France 3 Bretagne.